Salut la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, qui vient aujourd'hui vous parler d'un jeu qui j'ai dû laisser macérer dans sa bassine pendant un certain temps afin d'avoir une idée vraiment concrète de mon impression concernant le dit jeu. J'en ai parlé beaucoup avec mon entourage, avec d'autres personnes qui l'ont essayé, des gens qui ont testé le jeu aussi également, qui ont lu des aventures ainsi que le livre de base. Et il y a plusieurs éléments qui ressortent et qui demeurent, on va dire, constants dans le temps selon les opinions et les impressions des personnes qui l'ont essayé. Et je parle ici de Lamentation of the Flame Princess. Mystère, imagination, aventure et mort. Un jeu qui m'a été offert par l'imaginaire, merci, mais qui ne m'ont pas payé pour, donc je demeure tout de même assez libre, je me sens pas forcé pour dire que c'est bon. Vous allez même voir que durant ma critique, j'ai de nombreuses retenues concernant ces 10 ouvrages, dont j'avais très hâte de lire en fait. Ça faisait vraiment très longtemps, quelques années, que je voyais passer des images, des illustrations assez évocatrices du jeu, puis j'étais comme... il y a quelque chose à aller voir. Eh bien, effectivement, il y a quelque chose à aller voir, mais est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal? Ou on va sautiller sur un pied et sur l'autre. Donc, Lamentation of the Flame Princess est un jeu qui a été créé à la base par M. James Edward Wragge IV, qui est vraiment comme... c'est le quatrième du nom. Et c'est publié par, dans le fond, une maison d'édition qui porte le même dit nom que le jeu en soi, c'est-à-dire Lamentation of the Flame Princess, un petit éditeur indépendant en provenance de la Finlande. Ses productions sont faites pour être jouées avec des jeux qui ont sensiblement le même système que les premières éditions de Donjons Dragons, donc on est très dans l'OSR et tout ça. À l'international, c'est possible d'acheter le jeu chez Noble Knight. Le jeu a été traduit en français chez Black Book Edition et bien sûr, il est disponible en français comme en anglais à l'imaginaire au moment où est-ce que vous écoutez cette vidéo. Thématiquement parlant, qu'est-ce que ce jeu? Eh bien, Lamentation of the Flame Princess, c'est, je crois, le jeu le plus adulte que j'ai lu en termes de termes abordés. C'est, je ne donnerais pas cet ouvrage-là à n'importe qui, même à des adultes au cœur averti, je crois. Le cadre est, on va dire, l'Europe du 17e siècle, mais avec la possibilité d'y placer dans ce dit Europe fictif des elfes, des nains, et même des alphelins du fantastique, là, on s'entend. C'est vraiment... Mais tout de même, ça demeure directement plongé dans un contexte historique, chronique, parce que, bien sûr, il se passe plein de choses qui vont au-delà de la logique même de l'être humain. Il y a vraiment, par contre, je dirais, des points qui reviennent vraiment très souvent dans, on va dire, dans les thématiques du jeu, et c'est sa violence et son intensité, que dans tous les extrêmes, que je parle justement violence, vulgarité, propos, les thèmes abordés qui vont souvent aller dans les plus trash et les plus, à la limite des fois de mauvais goût pour certaines personnes. Et je ne peux pas nier, effectivement, je ne peux pas nier que le livre a des illustrations qui sont très provocantes parce que contrairement à d'autres jeux, Lamentation of the Flame Princess a un visuel qui va être très réaliste, mais à la fois aussi très fantastique et, ainsi dire, violent. Juste un exemple que je pourrais donner, par exemple. On prend un livre comme Donjons Dragons, je me rappelle dans le manuel du joueur, il y a une image, quand on parle des soins, où est-ce qu'on voit un groupe d'aventuriers comme couchés dans l'herbe, ils sont comme un peu fatigués, puis il y a quelqu'un qui est blessé, il y a comme une attelle, puis il tient son bras, puis il y a quelqu'un qui le soigne à côté, puis tout est très réconfortant en même temps. Eh bien, dans Lamentation of the Flame Princess, l'illustration, si on prend le même contexte, la même mise en situation, puis on transpose ça dans ce jeu-là, eh bien, l'illustration va être très, très, très...
je veux dire, elle va être très sanguinolente. La personne va probablement avoir un bras arraché avec du sang qui va pisser partout, puis avoir un rictus de douleur sur le visage, et tout va être mis de l'avant pour justement aller chercher la répercussion la plus forte chez la personne qui va tomber sur l'image en soi. Et c'est vraiment, autant je trouve que autant je trouve que des fois c'est un peu trop, autant je ne peux pas non plus mettre de côté le fait que ça fait un peu partie aussi de leur marketing en quelque sorte. C'est vraiment, on va dire, ça fait partie de leur identité, je crois, ce type d'illustration-là, qui va souvent avoir la même touche, qui vont souvent être faits par les mêmes illustrateurs et qui vont justement faire ressortir un peu l'espèce de réalité brute de la violence et de la souffrance dans le contexte médiéval fantastique ou renaissance fantastique dans cette mise en situation-là. Fait que ça fait partie des éléments qui reviennent souvent, je pense, dans les ouvrages de Lamentation of the Flame Princess. Et autant ça que la nudité, que des on va dire je pourrais dire ça, une espèce de surnaturel, une espèce de magie qui est très tangible, qui est très, on va dire, crue, où est-ce que tout va être... Il n'y a rien qui va être facile, tout va être très difficile. T'sais, alors que Morkborg, je prends l'exemple de Morkborg, que j'ai déjà abordé dans une autre critique, peut-être que vous connaissez, est très aussi violent et très intense. Il y a comme une image décalée du genre. Alors que Lamentation of the Flame Princess, ça demeure très terre-à-terre dans sa violence et dans son aspect très visuel. Et pour ça, je trouve que c'est très déstabilisant pour un livre de jeu de rôle. Et je pense que plusieurs personnes, ça peut vraiment être très réfractaire pour eux d'aborder ce type d'ouvrage-là. Tout de même, je pense que ça peut avoir son public, en quelque sorte. Pour ma part, il y a comme une dose, là, je pense. Il y a quelques fois que je trouve que, thématiquement parlant, le jeu est très intéressant parce que, justement, il y a le contexte, on va dire, très Europe surnaturel qui va être mis de l'avant et que les thèmes qui vont être abordés vont souvent avoir une base historique et vont, dans le fond, se déloger pour aller dans des endroits un peu plus flyés, un peu plus, justement, surréalistes. Et ça, je trouve ça quand même cool. C'est comme un petit quelque chose qui vient me chercher. J'aime ça pouvoir jouer. J'ai toujours apprécié, justement, les jeux de rôle qui viennent toucher l'histoire, mais qui décident de se déloger pour aller essayer autre chose. C'est, pour ma part, un aspect que j'apprécie beaucoup en général et que je retrouve bien dans Lamentation of the Flame Princess. C'est vraiment un nom à dire. Je sais qu'il y a comme un acronyme, mais on dit que je suis pas capable de le prononcer. Ça sort tout croche, ça fait fluff. Fait que je préfère le dire au complet au final. Fait que ouais, je dirais que c'est à peu près ça, un peu côté thématique. Vous voyez vraiment ça comme du fantasy historique à la sauce Quentin Tarantino, là, où est-ce que ça va aller vraiment dans les plus extrêmes. Mais est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est positif? Je pense que c'est possible d'avoir son public, mais je pense pas que ça va être, on va dire, ce qui va être le plus populaire auprès du rôliste moyen. Côté système de jeu, là, je pense que c'est là que la gamme perd un peu de ses plumes. En fait, le jeu est très OSR, des règles qui sont relativement très simples. C'est des attributs, des habilités qui vont avoir un modificateur qui va aller de -3 à +3, des habilités qui vont monter jusqu'à 18. Vraiment très classique, comme on peut voir dans plein de jeux de ce type-là qui vont aller dans ces règles-là. Au final, ce jeu-là a des règles qui ressemblent énormément au ESE, le Old School Essential, que j'ai également abordé aussi. C'est-à-dire vraiment des règles qui vont à l'origine des règles de Donjons Dragons. Mais pour des raisons que je ne peux pas vraiment expliquer et qu'au final, je suis sûr que c'est comme une divergence artistique puis un besoin aussi d'identité, il y a des éléments qui ont été changés dans les règles pour, on va dire, plus être calqué, on va dire, le style que veut apporter ce jeu-là. Et on pense par exemple à c'est seulement certains types de classes qui vont avoir un bonus à l'attaque. Genre le guerrier, c'est le seul qui a un bonus à l'attaque. Les compétences fonctionnent avec un format D6. Si, mettons, vous faites des jets particuliers, ça va être un D6 que vous allez lancer. Il y a une classe qui c'est le seul qui peut augmenter ses compétences, c'est le spécialiste. Fait qu'il y a plein de petits éléments ici et là qui prennent le système de l'OSE et qui vont le changer, le modifier, rajouter quelques petites choses ici à gauche, à droite, quelques petites formules, quelques petites spécificités. Mais au final,
le système de jeu se ressemble énormément. Et je crois que, en soi, ça ne vaut pas tant la peine de prendre Lamentation of the Flame Princess pour son système de jeu. Pour vrai, si j'anime un jour une partie de ce jeu-là, je vais prendre un de ces scénarios, vous allez comprendre pourquoi, mais je vais utiliser probablement des règles d'un autre jeu parce que je ne vois pas d'avantage systémique à utiliser celui-ci. Il n'y a rien qui va sortir du lot et que je vais trouver supérieur à OSE, alors que les deux se ressemblent beaucoup. Il y a peut-être seulement le contexte de l'encombrement qui est utilisé dans le jeu de Lamentation, qui, je trouve, tire son épingle du jeu. C'est quand même tout de même très simple, mais ça demeure tout de même, on va dire, très efficace. On va dire ça comme ça. C'est qu'au final, c'est que chaque objet que vous allez porter sur vous va vous rajouter des points dans le fond d'encombrement et ça vient influencer votre vitesse de déplacement. Et dans un contexte de jeu où les personnages sont tout de même assez fragiles et tout de même assez sensibles et des choses comme ça, ça vaut la peine d'avoir un déplacement ça vaut la peine d'avoir un déplacement rapide. Donc, l'encombrement vient vraiment jouer dans le... vient vraiment être une valeur importante dans le jeu. Et je trouve que c'est vraiment c'est super rapide à comprendre, c'est super rapide à mettre en place. Et je trouve que c'est quasiment, on va dire, le porte-étendard des bonnes idées côté système dans ce jeu-là, en quelque sorte. Sinon, à part ça, côté système, pour vrai, comme je le dis, ça revient pas mal au même. Je trouve même que le livre est un peu, je dirais... comment je pourrais dire ça, est un peu mal construit dans le sens que c'est difficile des fois de se retrouver, de comprendre les règles à certaines places. Des fois, c'est obscur. Des fois, il n'y en a tout simplement pas. Il y a des segments du livre qui ne couvrent pas toutes les règles nécessairement. Comme par exemple, je le lisais, puis là, j'étais comme, oui, mais mettons que je veux juste faire un ability check, un jet de caractéristiques, un jet de force ou peu importe, qui n'est pas directement une compétence qui est associée à une classe, par exemple, ou compétence comme déverrouiller une porte ou quelque chose. Admettons, je veux juste faire un jet d'habilité. Eh bien, il n'y a pas de règles pour gérer ça. Donc là, je vais checker sur... Au début, je pensais que je lisais mal le livre. Là, j'étais allé regarder sur le net, sur les interwebs, puis là, j'ai des commentaires, puis effectivement, il n'y en a pas. C'est des choses qui vont être, je pense, du non-dit et adaptées selon la sauce de chaque maître de jeu. Et c'est pourquoi je trouve qu'au final, ce n'est pas un jeu que je donnerais dans les mains d'un DM novice parce que j'aurais peur que celui-ci se sente un peu perdu dans sa prise en main de la bête, alors qu'il pourrait ne pas comprendre pourquoi est-ce que telle autre personne, dans un autre contexte avec un autre jeu, aurait ce type de jeu-là, alors que lui, il ne l'a pas, mais ça se ressemble beaucoup, mais non. Fait que, pour ma part, côté système, c'est pas, on va dire, la meilleure des choses. Hein, on s'entend. Par contre, là, j'en reviens un peu à mon... en quelque sorte, à ma critique en général, ce que je considère comme étant des bons points et étant des mauvais points, là. Bon point pour ce jeu-là, c'est vraiment, je crois, ses modules. Ces modules sont hallucinants. Pour vrai. L'écriture qui est utilisée dans ces ouvrages-là, les détails qui sont mis, on va dire les scénarios en soi, les idées qui en ressortent, justement cette utilisation de l'histoire, mais aussi du fantastique, et d'aller dans le très bizarre. C'est vraiment du... Puis ils disent, là, c'est un weird fantasy, puis effectivement que c'est terriblement étrange, mais c'est terriblement efficace par le fait même. Et c'est pourquoi est-ce que je trouve que la qualité de l'écriture, elle vient vraiment peser lourd dans la balance, parce que lorsqu'on vit une aventure de Lamentation, au début, on a l'impression qu'on embarque dans un classique dungeon crawl au SR, puis là, finalement, ça nous apporte absolument dans une autre vague, dans une autre ambiance, dans un autre beat de jeu, puis on est vraiment désarçonné en termes de joueurs, et même en termes de DM pour leur faire jouer. C'est dans les très très bonnes aventures que j'ai lues all around, là, on s'entend comme tout jeu confondu, ça rentre quand même dedans. C'est vraiment, je dirais, son plus gros point fort pour ça. Le point faible, c'est pas mal
le reste, malheureusement, parce que si on s'entend la description du livre en soi, comment est-ce qu'il est découpé, les règles que je trouve que ça pourrait être mis de côté. On va dire, il n'y a pas grand-chose, pour ma part, côté système, il n'y a pas grand-chose à aller chercher là. La lecture n'a pas été particulièrement passionnante non plus. J'ai pas ressenti, on va dire, un idéal ou du moins une impression de... Mais comment je pourrais dire que des fois, tu vas lire un livre de jeu de rôle, puis la personne qui l'a écrit va avoir instauré on va dire ses opinions, puis son type en quelque sorte de DMing à l'intérieur, de maître de jeu, puis donner des astuces, des choses comme ça. On dirait que là, c'était comme, ok, bon, c'était très, on y va comme au plus strict nécessaire, puis on va pas nécessairement se compliquer la vie. Je respecte ça. Au final, je trouve que c'est aussi très dans l'esprit de ce style de jeu-là. Pour ma part, c'est moins mon genre, c'est moins on va dire mon approche. Fait que pour ça, je trouve que c'est dans les points négatifs. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, le visuel, eh bien, je pense que ça peut être positif ou négatif selon votre goût, votre saveur et à quel point est-ce que vous aimez ça quand c'est très cru et très, très vulgaire et ou violent. Je pense pas que c'est nécessairement, comme je dis, je pense pas que c'est nécessairement positif ou négatif. Je pense que c'est vraiment du cas par cas rendu là. C'est vraiment une très étrange bête, je dois vous l'avouer. Donc, au final, concernant Lamentation of the Flame Princess, c'est ce que je vous dis, c'est les modules, foncez là-dessus. Si jamais vous voulez essayer un OSE, essayez ça. Essayez dans le fond, ou un OSR en général, mettons que vous possédez, que ce soit Black Hack ou peu importe OSE, ou d'autres jeux OSR qui ont un système qui se ressemble les uns aux autres. Prenez un module de Flame Princess, puis jouez-le avec ces règles-là à vous. Et je pense que vous allez vivre une expérience vraiment, vraiment unique. Et pour ça, bien justement, c'est là que j'en viens avec ma critique. Je vais terminer le tout avec 3 modules que je trouve très, très, très intéressants à justement explorer. Le premier étant No Salvation for the Witches de Raphael Chandler. C'est un livre qui existe en anglais et en français. Vous pouvez l'acheter, dans le fond, votre détaillant le plus proche, dont l'imaginaire. La mise en contexte se déroule en 1620 et c'est dans une mise en situation où 6 femmes accomplissent un rite afin de faire tomber le patriarcat, aussi grand que cela peut-il être. En faisant leur espèce de rite, ils communiquent avec... je suis désolé, je vais démolir le nom, là. Je pense qu'ils prononcent ça Terpsichore, qui est dans le fond une muse grecque et patronne des danseurs. Et il s'ensuit, dans le fond, un déversement de créatures horribles et démoniaques dans les Landes, des accouchements horribles et autre chose de ce genre-là. Il y a vraiment le destin du monde qui repose dans les mains des personnages dans une Angleterre de la Renaissance. On s'entend, c'est assez justement, on tombe dans le très à la limite folk horreur un peu, et super intéressant ouvrage, super cool module. La fin, elle est comme vibrante de force, là. C'est dangereux, je vous le dis. Deuxième module très intéressant aussi, Better Than Any Man de James Raggi. Pourquoi est-ce que je propose celui-ci? Parce qu'il est gratuit. C'est un module qui se dit d'introduction pour Lamentation. Il est gratuit. Il est disponible en PDF sur DriveThruRPG. Vous pouvez décider de... C'est un pay what you want. Donc, si jamais vous voulez payer quelque chose pour l'auteur ou autre, vous pouvez. Mais sinon, il est téléchargeable. Et c'est terriblement gros pour une aventure gratuite. On parle de plus de 100 pages avec des illustrations, des caractéristiques de personnages, des personnages prétirés, et c'est une mise en contexte avec, dans le fond, les Suédois qui envahissent, dans le fond, à Wurzburg, qui est un endroit où un prêtre évêque envisage, dans le fond, de conserver le contrôle de son domaine malgré l'attaque des Suédois, dans un contexte historique, encore une fois, qui dépasse la simple histoire comme on la connaît. C'est une aventure qui, sans être nécessairement mon coup de cœur, je trouve très très bien faite, et pour du
gratuit, ça vaut amplement la peine. Malheureusement, je ne l'ai vu qu'en anglais, je ne l'ai pas vu en français. Je voulais tout de même le mentionner. Et finalement, mon dernier, ce n'est pas directement un module plus qu'un terrain de jeu parce que, oui, Lamentation of the Flame Princess a comme pas nécessairement des settings, mais des sandbox, des terrains de sable, c'est pas ça le terme, hein? Des bacs à sable, et voilà, qui vous permettent en fait d'explorer différents endroits autres que l'Europe de la Renaissance. Et je parle bien sûr d'un endroit terrible qu'on nomme Carcossa. Carcossa de Geoffrey McKinney. C'est un œuvre, en fait c'est qu'un œuvre, c'est un gros ouvrage tout de même, qui se veut comme étant justement un sandbox, un bac à sable, où les joueurs vont explorer la très lointaine lune, planète, endroit qu'est Carcossa, une cité gigantesque que nous pouvons reconnaître, et si on la connaît bien, si on connaît bien son mythe de Cthulhu, qui est un lieu où vivrait Astur, une créature dans Lovecraft. Et dans Carcossa, eh bien, c'est à 153 années-lumière de la Terre, il y a des dinosaures mutants qui ont été comme mutés par des radiations qui ont été créées par des sorciers qui travaillent pour une grande entité ancienne. C'est un gros X-crawl, tu sais, déplacer X-zone par X-zone, faire des rencontres. C'est vraiment comme une espèce de Lovecraft. Ils décrivent ça comme un comment je pourrais dire ça? Tu sais, John Carter sur Mars, c'est un peu ça. C'est genre un Lovecraftien sword science fiction fantasy sur une planète infernale remplie de monstres de tout genre. C'est un peu ça. Et je trouve ça le fun comme mise en contexte parce que être dans une zone, être dans un lieu qui est un sandbox, un bac à sable, où tout va mal. Je prends par exemple Descente en Avernus pour Donjon Dragon, 5e édition. Ça a été pour moi une grande déception, parce que cette aventure-là, quand tu es dans l'enfer, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus, justement, peut-être, je dirais... oui, intense, mais d'avoir un peu plus de ressources, un peu plus de possibilités, un peu plus de ressentir cet effet-là, d'être dans le désespoir le plus total et de ne pas, on va dire, avoir l'impression de pouvoir arriver à quelque chose malgré que l'effort et les actions posées créent un avancement narratif dans l'histoire. Ça n'avait pas ça. Carcossa a cette habilité-là, comme ouvrage, de pouvoir justement vous donner des petits dadas, de vous faire réussir à accomplir certaines choses tout en vous faisant vivre un véritable calvaire. C'est un excellent X-Crawl que j'aimerais énormément faire jouer, bien qu'il est aussi, comme d'autres œuvres de cette gamme-là, oh boy, c'est pas pour les cœurs sensibles, ce n'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient se sentir déstabilisés et définitivement, je jouerais avec des gens avertis que je connais bien. Je jouerais pas ça dans une convention, par exemple. Donc, oui, c'est mon troisième, Carcossa de Geoffrey McKinney. Allez voir ça aussi, disponible en PDF, disponible aussi en physique. Malheureusement, il n'existe pas en français non plus. Il existe d'autres choses en français. Vous allez juste aller voir sur le site de l'Imaginaire, ils sont là. Et c'est ce qui conclut en fait ma critique de ce très, très, très particulier jeu qu'est Lamentation of the Flame Princess. Je vous conseille fortement, sans nécessairement... En fait, il y a une version gratuite du jeu en ligne sur DriveThruRPG qui sont seulement un résumé des règles, une version des règles sans images, sans rien. Allez voir ça. Faites un survol rapide. Si vous aimez ça, tant mieux. Si vous aimez ça, tant mieux. Si c'est moins votre tasse de thé, dites-vous, OK, au moins je le comprends. Je vais prendre un autre jeu qui a des règles semblables. Je vais prendre une aventure, puis je vais la jouer. Puis je pense que vous allez vivre un moment vraiment cool parce que la majorité des aventures que j'ai lues pour l'instant, elles sont... l'expression en anglais, ça va être out of this world. C'est dans le fond, elles sont absolument sautées dans tous les sens du terme. Fait que c'est ce qui conclut ma critique. J'espère que vous avez apprécié ça. Écoutez, ça a été comme un gros morceau pour moi de parler de ça parce que j'ai vraiment... d'autres jeux que j'ai trouvé plus faciles. Ça m'a pris du temps avant de me faire une tête, mais je suis content, je pense, du résultat que ça m'a donné et le résultat en fait que je vous partage. Si vous avez apprécié, je vous conseille de liker, commenter, partager.
On a su un Patreon. Si jamais vous n'êtes pas d'accord, je serais curieux de savoir qu'est-ce que vous avez apprécié de beaucoup dans ce système-là, plus que dans un autre système du même type. Sinon, si jamais vous avez essayé des modules que vous aimeriez partager aussi, vous pouvez mettre en commentaire. Je serais curieux de savoir. Je serais vraiment curieux de découvrir parce que je me suis rendu compte qu'il y en a vraiment énormément beaucoup. Pas nécessairement qui sont tous accessibles ici au Québec, mais il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que je pensais. Et sur ce, messieurs, dames, on se dit à la prochaine.